Salut tout le monde, salut à tous, amis du scan bioénergétique. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve en ce début d'année 2026. Tous mes vœux à chacun d'entre vous. Tous mes vœux, des bisous, des hugs, voilà, tous mes vœux de bonheur, de succès et puis surtout d'épanouissement personnel, de paix intérieure qui vous apportera évidemment tout le reste. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver. On va repartir sur les sujets du scan à partir d'aujourd'hui. On va notamment travailler sur le sujet de canal entité. On a déjà fait des petites choses sur ce sujet-là. Mais voilà, l'idée c'est qu'on aille chercher un peu plus loin, qu'on aille comprendre un peu comment les choses se composent, comment elles s'organisent dans l'énergie. Et donc, il va y avoir à la fois pour vous un vrai travail de compréhension et en même temps un travail d'ouverture de conscience si les sujets sont un peu délicats pour vous. Et à côté de ça, un gros travail d'expérimentation. Comme d'habitude, le scan ne se comprend vraiment que quand il est expérimenté. Et c'est là où vous allez comprendre qu'en fait, la vie, peut-être, je dis peut-être, hein, parce que peut-être que vous avez déjà dépassé ces stades de compréhension, mais la vie est peut-être un petit peu plus ample que ce que vous imaginez. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Salut à tous les assistants chéris qui sont là. Ça fait très plaisir de vous voir. Bon, évidemment, puisqu'on va parler de Canal Entité, il y aura probablement beaucoup de questions. Vous pouvez les poser ici pendant la vidéo. Vous pouvez les poser aussi sur le mur. Pendant la vidéo, que ce soit en direct ou pas en direct, peu importe. Il y a toujours quelqu'un pour regarder et pour y répondre, que ce soit l'équipe d'assistants ou moi-même quand je suis sollicité sur des questions particulières. Mais voilà, donc on va aller sur un terrain qui est un terrain peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous, qui est un terrain peut-être complexe pour ceux qui sont les plus dans l'analyse et dans le mental, mais c'est un terrain qui est un terrain tellement passionnant, tellement passionnant. Alors c'est passionnant d'autant plus que nous sommes dans une ère qui n'est plus l'ère des croyances. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de considérer les choses en dehors d'un jugement ou d'un a priori fallacieux, mais qui se sont dit, il y a peut-être quelque chose à étudier. Tous les gens qui appartiennent à des laboratoires scientifiques ou qui ont décidé de travailler par eux-mêmes, des journalistes, et en fait, j'en compte, parmi ceux que je connais, quelques-uns qui sont d'une grande fiabilité. Donc d'abord l'Institut suisse des sciences néotiques, Sylvie de Thiolaz, que je connais bien, et qui étudie tous ces phénomènes qui sont les phénomènes de l'énergie, et notamment des consciences autonomes décorporées, c'est-à-dire des contacts, c'est-à-dire des gens qui sont là, mais qui ne sont pas sous la forme de corps. Donc ce sont des scientifiques qui travaillent depuis plusieurs années là-dessus. Ils commencent aujourd'hui à avoir un écho dans le domaine de la science plus généraliste, plus matérialiste, parce qu'en fait, ils publient des articles qui remettent beaucoup en question ce qui avait été fait jusqu'ici et qui rejetaient d'un revers de main absolument tout ce qui aujourd'hui devient une évidence pour nous tous, et surtout les gens qui travaillent sur l'énergie. Donc l'Institut des sciences néotiques, et puis il y a l'ami Stéphane Alix qui est journaliste et qui a énormément travaillé sur le phénomène de la vie après la mort, sur le domaine de la décorporation, sur la communication. Donc il a travaillé sur beaucoup d'autres sujets, mais il a fait beaucoup là-dessus. Et en fait, son travail, qui a été un travail de journaliste, alors moi je connais bien Stéphane. Stéphane, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans des croyances spirituelles, religieuses, etc., mais qui, par son travail, se rend compte qu'il y a des vrais
données sur lesquelles on peut se poser. Donc le travail de journaliste consiste à aller voir à travers le monde tous les gens qui travaillent sur le sujet et de les interroger et aussi de faire énormément d'expériences scientifiques. Il en a fait qui ont été la base de travaux très intéressants et notamment des travaux qu'il a fait sur des médiums parce qu'il a fait un travail qui s'appelle La Preuve, je crois. Son livre s'appelle La Preuve. Et en fait, il avait mis 3 objets dans le cercueil de son père sans que personne ne sache rien. Et en fait, son père a été enterré avec les 3 objets. Et en fait, il est allé voir des médiums et il leur a demandé est-ce qu'ils étaient en contact avec son père et qu'est-ce qu'ils pouvaient dire pour savoir si quelqu'un parlerait des 3 médiums. Et il a eu des 3 objets. Et il a eu une quantité incroyable de médiums qui ont été très précis sur les objets qu'il a mis dans le cercueil de son père, rapportés par le père lui-même, qui disait oui, il a mis dans mon cercueil ces 3 objets-là. Et certains en voyaient que 1, d'autres en voyaient 2, d'autres en voyaient 3. Et ce livre est juste absolument génial. Donc aujourd'hui, on est dans une époque incroyable. Enfin, moi je trouve qu'on est dans une époque qui est juste magnifique pour ça. C'est que c'est plus l'époque des croyances. C'est que c'est plus l'époque des grands délires, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. On est dans l'époque qui commence à apporter des éléments qui sont des éléments fiables, scientifiques, vérifiables. Et ces éléments nous parlent de la présence de personnes qui ne sont pas matérialisés par un corps, ils sont décorporés, donc ils ne sont pas incarnés. Et ça nous parle de ce que nous on vit, je dis nous, c'est les gens qui se connectent à ces énergies-là, qu'on connaît depuis des années et qu'on ne sait pas expliquer ou qu'on n'a pas su expliquer autrement que par le seul biais connu jusqu'ici et on va dire accepté jusqu'ici, c'est le biais de la religion. Et aujourd'hui, on sort de cette voie d'explication-là pour rentrer dans une voie d'explication beaucoup plus rationnelle. Comme rationalité, on a le support également de millions, on n'est pas en dizaines de milliers ou en centaines de milliers, on est en millions de témoignages à travers le monde d'expériences en dehors du corps. Donc il y a des millions de témoignages qui sont déjà basés sur ce qu'on appelle les NDE en anglais, qui sont Near Death Experience, et qu'on appelle en français, et notamment les sciences néotiques l'ont rebaptisé, expérience de mort temporaire. Donc l'expérience de mort temporaire, vous en avez sans doute entendu parler, ce sont des gens qui vivent une expérience en dehors de leur corps, dans un cas particulier, accident de la route, décès subi ou maladie, ou enfin c'est pas décès parce que c'est pas un décès finalement puisque la personne revient, mais une expérience traumatisante, un choc traumatisant comme ça peut être un coup de couteau, ça peut être un accident de voiture, donc il y a des chocs comme ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui témoignent de ces expériences de mort temporaire dans des maisons de retraite, à l'hôpital, sur une table d'opération. Voilà, donc il y a énormément de témoignages là-dessus. Enfin, à partir de ces situations-là, donc il y a les accidents, il y a les hôpitaux, etc., les centres de soins, les EHPAD, etc. Et puis il y a aussi les expériences de décorporation, c'est-à-dire des gens qui font l'expérience de sortir de leur corps pour vivre une expérience en conscience ailleurs et revenir de leur corps. Et ces gens qui entrent et qui sortent de leur corps, alors tout le monde est capable de le faire, hein, mais il y a des gens qui le maîtrisent mieux que d'autres, il y en a d'autres qui font des expériences de sortie de corps quand ils dorment, par exemple, et qui sont beaucoup plus inconscientes, mais il y a des études sur des gens qui consciemment se posent, se détendent, ils ont des capteurs partout, et en fait on capte toute l'activité du corps humain pendant que eux s'échappent de leur corps et vont faire une expérience à l'extérieur. Donc l'expérience consiste à mettre dans sur une table une photo dans un endroit particulier, loin. Alors il y a des huissiers qui vérifient tout. Et donc cette personne, elle se rend donc décorporée en dehors de son corps à cet endroit.
Et elle dit, sur la table, il y a la photo d'une petite fille, ou sur la table, il y a une poupée, ou je suis dans un appartement, et cet appartement, il est décoré comme ci, comme ça, etc. etc. Et il y a un gars qui a beaucoup œuvré, parce que lui, il le fait vraiment, depuis qu'il est tout petit, il sort, il rentre quand il veut, comme il veut, qui s'appelle Stéphane Fraisse, et non, Nicolas Fraisse, pardon, Stéphane Fraisse, c'est quelqu'un d'autre, qui s'appelle Nicolas Fraisse, et donc Nicolas Fraisse a a permis de comprendre beaucoup de choses, puisque lui, quand il était petit, à l'école, en fait, il sortait de son corps à la classe et il allait rentrer chez lui pour jouer avec son chien. Et, donc, il pensait que tout le monde faisait ça, d'ailleurs. C'est assez amusant de l'entendre parler. Il pensait que tout le monde faisait ça et que c'était pas un problème. Puis après, il s'est rendu compte qu'en réalité, personne ne le faisait autour de lui et qu'il avait cette aptitude particulière. Il en a pas parlé pendant très longtemps. Et après, il a été donc le cobaye à l'Institut suisse des sciences néotiques de Genève. Et il a été ce cobaye donc, qui a servi des milliers de fois à faire des expériences de décorporation. Et il a permis aussi à d'autres, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, ils sont 150, je crois, à faire ces expériences-là. Mais bon, Nicolas est vraiment on va dire, celui qui maîtrise le mieux le sujet et l'exercice. Donc voilà, donc aujourd'hui, on sait par la science qu'il existe ce qu'on appelle une conscience intelligente autonome. Ça veut dire que c'est une conscience, c'est pas un corps, c'est une énergie qui circule, qui est intelligente puisqu'elle est capable de rapporter des informations, elle est capable de décrire des choses, elle est capable de générer une réflexion, et elle est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, on ne la manipule pas à partir du corps physique, elle peut se balader et aller à droite, à gauche, exactement comme on veut. Donc c'est une conscience intelligente autonome. Ce qui fait CIA, mais on ne va pas l'appeler comme ça. Donc la conscience intelligente autonome, c'est ce qui va être notre recherche quand on va faire notre scan en dehors du corps physique, en dehors du champ informationnel. On va ouvrir à quels sont les contacts qui sont autour de toi et qui peuvent nous apporter dans notre scan des informations à la fois sur toi et en même temps qui peuvent soit lever des petits drapeaux en disant prépare ta santé d'une autre façon. Il y a très rarement des attention, des il faut, des tu dois. Ok, c'est travaille ton je sais pas, ton corps, répare ceci, répare cela. Ou bon, en fait, la plupart du temps, c'est bravo pour ce que tu fais, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'encouragement et de félicitations. Ça, on va dire que dans 70% des cas, c'est quand même ça. Et puis après, il y a parfois des alertes sur tu n'entends pas suffisamment les signes, essaye de te poser plus, retourne à la paix, il y a voilà, beaucoup de choses. Donc ça, c'est les contacts, ok. Et on a vu, avant les vacances, les entités. Donc les entités sont aussi des consciences intelligentes autonomes, mais qui ne sont pas dans l'état de puissance, qui sont contraints à errer sur Terre parce qu'elles ne sont pas encore au courant, pour la plupart en tout cas, qu'elles sont décédées. Et d'autres qui sont là pour passer un message, et d'autres qui sont là pour protéger quelqu'un, par exemple. Donc il y a ces consciences qui sont bloquées dans un état, qui est l'état des entités. On a dit c'est un état un peu électrique, pas très agréable, c'est un peu gris, c'est un peu grésillant. Voilà, donc elles peuvent intervenir dans les scans. Et il y a les contacts. Alors, les gens appellent ça les guides, les anges gardiens. Moi, j'appelle pas ça comme ça parce que vous allez voir que plus vous allez faire de scans, et si ce sujet vous intéresse, vous allez vraiment beaucoup travailler avec ce sujet-là. Parce que d'abord, c'est fascinant, parce que tout le monde n'a pas forcément une fascination pour ça. Tout le monde n'a pas forcément, on va dire, un attrait particulier pour les contacts. Il se trouve que moi, j'en ai un, mais voilà, il y a des gens qui disent, bon, dans le scan, moi, je vais interroger les contacts, mais c'est pas le plus gros du travail. Moi, après les scans, j'ai fait ce que j'ai appelé scan contact, où en fait, je recevais des gens et pendant 20 minutes,
Donc on avait 20 minutes d'exercice, mais je prévoyais toujours jusqu'à 45 minutes. 20 minutes d'exercice où je transmettais la parole du contact de cette personne. Donc voilà, c'est juste de la canalisation. On fait rien d'autre, mais on prend pas l'information du corps. C'est juste qu'un contact. Ok? Et donc je faisais 20 minutes de ça. Et puis, parfois, au bout de 3 minutes, ça s'arrêtait parce que le contact disait privilégie, par exemple, cette personne, elle venait pour un problème je sais pas, de carrière professionnelle, et disait privilégie ça, c'est quelque chose qui te convient, etc. etc. Et donc après ça, ben, l'information elle était passée. Et donc je disais ok, c'est bien, mais c'est quoi le step suivant? Alors le step suivant, c'est de travailler sur ça et ça et ça, et celui d'après, et je remplissais les 20 minutes comme ça, parce que parfois les contacts ils disent l'information qu'il faut et c'est tout. Donc ça peut durer 3, 5, 10, 15, 20 minutes. Et parfois, je gardais 45 minutes quand il y avait... ça pouvait aller jusqu'à 45 minutes quand il y avait des contacts qui avaient vraiment beaucoup de choses à dire. Il y en a certains qui ne parlent pas du tout. D'ailleurs, dans les contacts, on peut... alors, vous allez voir que votre relation au contact va être au départ une relation qui va être un peu la même que la forme par laquelle vous recevez vos informations dans le scan. C'est-à-dire l'énergie du corps, l'énergie du champ informationnel, ça va être le même format. Dans un premier temps. Et puis après, vous pouvez, si vous êtes curieux, aller chercher quel type de contact est avec vous. Peut-être si vous avez la capacité de clairvoyance ou si vous voulez la développer, essayez de voir à quoi il ressemble. Je vous déconseille d'aller chercher des informations de type nom ou identité dans l'énergie, parce que l'identité dans l'énergie, c'est pas l'identité, c'est pas la même que de l'identité dans l'incarnation. Donc vous n'aurez pas un nom. Et même si vous tombez sur des contacts qui sont des contacts connus, qui soient soit Christ, soit Marie, soit Ariel, soit Aniel, soit qui sont des contacts connus en fait, soit Raphaël, pas le nôtre, l'autre, Raphaël, Michael, pas le nôtre mais l'autre. Il y a des archanges, il y a beaucoup de choses. Alors tout n'appartient pas forcément à on va dire à l'imagerie biblique, christique. On a des moines, donc parfois on a des moines silencieux, donc en fait on n'a pas d'informations à part des intentions. On recevra plus en kinesthésie de l'amour, de la tranquillité, etc., mais pas de mots, parce que ce sont des moines silencieux. Parfois on a d'autres types aussi, on a des protecteurs, mais plus vous allez aller chercher, et plus vous verrez des formes différentes, et parfois des formes qui n'appartiennent absolument pas à l'imagerie christique catholique, qui sont des gardiens de temple, qui sont des chevaliers, qui sont... En fait, peu importe, l'idée c'est de ne pas se cantonner à se dire il y a des guides et des anges gardiens. C'est pas vrai en fait. Il y a parfois, oui, des anges, et vous allez vous rendre compte que le contact avec des anges n'est pas un contact qui amène grand chose. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu cucul à praline. Enfin, ça apporte rien, les anges, même parfois, c'est exactement ce pourquoi les gens ils viennent en scan. C'est-à-dire qu'ils sont handicapés par un ange. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont débordants d'amour. Et en fait, ils débordent d'amour et il y a comme une sorte de fleuve d'amour qui tombe sur cette personne-là. Et c'est justement ce qui l'emmerde dans la vie d'incarnation. Et donc, il dit, ouais, en fait, ma vie est gnangnan, j'arrive pas, il n'y a rien, il se passe rien, tout est bien, mais il se passe rien. Et donc, les gens, ils sont parcourus par cette espèce de flot de douceur. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il se passe un truc, quoi. Ils sont venus dans l'incarnation pour être confrontés à la matière. Et en fait, quand on voit les contacts et qu'on voit qu'il y a un ange qui délivre comme ça de l'amour et de la douceur, on lui dit, hey, Toto, arrête. Alors, lui, évidemment, il est surpris et il dit, ah bon il ne faut pas s'attendre à ce qu'on a le droit de leur parler comme ça et de leur dire, non, arrête, c'est ça qui l'emmerde, justement. Laisse-la tranquille, laisse-la faire son incarnation, tu lui donneras tout l'amour plus tard, ou lorsqu'elle en aura besoin, cette personne, qu'elle te le réclamera, alors là, sois généreux. Mais là, en ce moment, c'est pas le cas. Et donc, ils arrêtent. Et donc, ces gens avec lesquels on fait le scan, ils repartent dans la vie. Mais 15 jours après, je vous promets, vous recevez des messages qui disent « Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?»
Ah, enfin je vis, il se passe des choses, je rigole, j'ai rencontré des gens super, je suis allé à tel endroit, j'avais pas prévu, je passe ça, machin, et là je t'envoie ce message, je suis en Espagne. Enfin, il se passe enfin des trucs, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces contacts. C'est pour ça que dans Scan, je prends un temps pour parler de ce qui est contact entité, parce que c'est très très lié à notre vie d'incarnation. Moi, il y a des entités qui sont avec moi, donc celles que je connais, il y a celles de la maison, et puis il y a aussi tous mes contacts. Quand j'ai démarré les premiers contacts que j'ai fait, les premières canalisations que j'ai fait, des contacts, j'en avais presque plus de 15. Je crois qu'ils étaient 17 au départ. Et petit à petit, je grandis dans ma vie. Et à chaque fois qu'il y en a un qui il doit m'apporter quelque chose, quand il m'a apporté quelque chose, il passe son chemin. Donc j'en avais de moins en moins parce que je gravissais, on est en gros des échelles de compréhension. Et puis, euh, et puis après, j'ai été enseigné. Alors pour ceux qui suivent Premier Cercle, euh, en ce moment, bah alors les gens de Premier Cercle ne le savent pas, mais en ce moment, Premier Cercle, les messages sont diffusés par ce qu'on appelle un arcturien. Donc les arcturiens sont comme des enseignants. Et en fait, ces enseignants viennent nous donner des informations sur la façon dont on, enfin, tout ce qu'on ne connaît pas sur l'incarnation. C'est-à-dire pourquoi on est incarné, qu'est-ce qu'on vient faire ici, c'est quoi la relation, comment on travaille le modèle relationnel, etc. Donc en fait, souvent, les gens qui sont dans la thérapie, les gens qui sont coach, les médecins, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui canalisent, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la médecine pure et dure, hein, qui canalisent. En fait, ils sont toujours canalisés par des arcturiens. Enfin, je dis toujours. Non, ils sont, dans la plupart du temps, dans 90% des cas, ils sont canalisés par des arcturiens. Et les arcturiens donnent beaucoup d'informations sur comment les choses se passent et vers quoi il faut porter son attention pour ouvrir sa conscience et passer encore d'autres paliers. Donc en ce moment, bah, c'est un arcturien. Donc moi j'en ai eu un, c'est pas le même, c'est un autre, qui m'a enseigné pendant facilement 2 ans ou ouais, même, je sais même pas si c'est pas plus, mais moi je ne sais pas dire les dates, je sais pas dire combien de temps les choses ont duré, j'en sais rien. Quand on me demande, mais ton père, il est décédé depuis quand? Genre, je ne sais absolument pas. Je ne connais pas l'année, je connais pas le mois, je connais pas le jour, je sais pas. Et donc, dans ma tête, il y a, je sais pas, cette case, elle n'est pas là. Donc, je sais pas. Quand l'autre fois, on me disait, ah mais ta grand-mère, qui a été très importante pour moi, elle me dit, mais elle est décédée il y a combien de temps? Aucune idée. Donc, je peux pas vous dire combien de temps ça a duré, mais je sais que ça a duré quand même quelques années. Et pendant quelques années, tous les matins pendant 45 minutes, tous les matins, dans la semaine, eh bien, j'étais enseigné par cet arcturien. Donc voilà. Donc, il y a des gens autour de nous qui sont donc non corporés, qui ne sont pas incarnés, et qui font partie de ce qu'on appelle la famille d'âme. Et c'est la famille à laquelle on appartient quand on n'est pas nous-mêmes en incarnation. C'est-à-dire que le jour de notre décès, et là, pour le coup, confère les millions de témoignages qui existent aujourd'hui dans tous les pays du monde. Hein. Attention, on n'est pas sur la francophonie. Dans tous les pays du monde, les témoignages d'expériences de mort temporaire, donc elle est temporaire parce qu'il y a une sortie, c'est une expérience de mort, mais ce sont des gens qui disent, bah, il y a quelqu'un qui m'a dit que mon temps n'était pas encore arrivé, donc je suis retourné. Donc en fait, le témoignage d'expérience de mort temporaire, c'est à partir de la sortie du corps jusqu'à la rentrée du corps. Donc ces millions de témoignages nous démontrent qu'en réalité, bah, en fait, on retourne à une famille avec des êtres qu'on connaît. Et c'est comme si on rentrait à la maison. Et alors, il y a des gens qui sont surpris parce qu'ils voient des êtres particuliers, mais ils savent qu'ils les connaissent. C'est-à-dire que quand on leur dit mais qui sont ces gens? Ben, en fait, ils savent que c'est ma famille. Ils ne savent pas comment dire. Et il n'y a jamais de sentiment de une personne étrangère qui vient, qui m'ouvre la porte. Non, je connais cette personne, je connais cette femme, je connais cet homme, je connais... Voilà. Et qui se montre sous des aspects qui sont des aspects humains, puisque c'est de là dont on vient. Et donc voilà, et cette famille d'âme est la famille avec laquelle on vit. Donc,
aujourd'hui, et là on en arrive à des hypothèses, c'est-à-dire que là je sors de ce qui a été techniquement travaillé, éprouvé par des scientifiques et par des journalistes, par des gens qui font des expérimentations et qui croisent les témoignages. Et là je rentre dans ce qui peut être une hypothèse, et cette hypothèse, c'est que l'intégralité, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle le tout, ce qu'on appelle la source, l'intégralité de l'énergie est composée de millions de consciences intelligentes autonomes. Et qui se regroupent sous forme de familles. Et à partir de ces familles, certains décident de faire une expérience d'incarnation, c'est-à-dire de venir faire l'expérience du corps humain, donc de la limite, donc de la confrontation, donc de la douleur, donc de la souffrance, donc de tout ce qu'on connaît, du rejet, etc., etc. Pourquoi ? Parce que à partir de cette immensité énergétique, il y a l'absolue puissance. Si on est détaché de la matière, on est dans la puissance absolue, parce qu'on peut être là, on peut être là, puis on peut être là, on peut être partout en même temps. Donc omniprésent, omniscient, omnipotent, et là, on a absolument toutes les connaissances. D'ailleurs, il y a beaucoup, alors je ne saurais pas combien vous dire, mais je pense qu'on les compte en dizaines de milliers, de gens qui font des expériences de mort temporaire. Donc ils font, genre ils sont opérés sur une table d'opération, d'un seul coup tout lâche, il y a une sortie de corps, il y a la rencontre avec la famille d'âme, il y a la rencontre avec la source, et le moment où tu n'as pas fini ton voyage, tu n'as pas fini ton expérience d'incarnation, donc le retour, et ces gens arrivent, ils savent parler une langue étrangère, donc il y a une femme qui s'est mise à jouer du piano, mais comme si elle en avait fait depuis 20 ans. Donc il y a la connaissance absolue, il y a quelqu'un qui est revenu avec des connaissances en physique quantique, avec vraiment des schémas que cette personne elle-même avait du mal à comprendre, mais qui expliquaient des choses que les grands physiciens de la physique quantique ont décortiqué en disant c'est le travail sur lequel on est en train de bosser, ou bien c'est l'étape d'après. Donc il y a des gens qui reviennent avec des aptitudes incroyables. Alors c'est pas tout le monde, parce qu'on a des millions de témoignages, mais on n'a pas des millions de personnes à qui ça arrive. Je crois qu'il y en a quelques dizaines de milliers. Donc langue étrangère, apprentissage de la musique, il y a des gens qui savent peindre, il y a des gens qui ont des connaissances mathématiques, des gens qui ont des connaissances physique quantique, etc. Il y en a qui reviennent aussi avec des messages qui sont des messages extrêmement puissants, on va dire spirituels, mais on les compte pas comme les aptitudes, on les compte comme, on va dire, la conséquence d'une expérience absolue. Mais effectivement, on ne sait pas quoi faire de cette information que certains reviennent avec. Il y en a qui parlent des langages qui ne sont pas des langages terrestres, mais parmi ceux qui reviennent avec des langages qui ne sont pas des langages terrestres, eux se comprennent. Donc c'est genre incroyable, c'est-à-dire qu'ils parlent un langage qui est extraterrestre, c'est-à-dire en dehors de la Terre, en dehors de l'humanité, qui appartient à aucun dialecte sur cette Terre, et en fait ils disent, j'en sais rien comment ça se présente, mais quand ils se rencontrent avec une autre personne qui a ce même témoignage, en fait ils se parlent et ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils comprennent le langage de l'autre. Et après, ça va pas beaucoup plus loin parce qu'ils n'ont pas de connaissances. C'est comme la personne qui joue du piano, elle ne sait pas pourquoi elle joue du piano. La personne qui a des expériences de physique quantique, elle ne sait pas comment elle a fait. Donc ils sont incapables d'expliquer le cheminement qui les a emmenés jusqu'ici. Et donc eux, ils sont incapables d'expliquer le cheminement qui leur permet de parler cette langue. Et de pourquoi ils se comprennent. Donc ça dure finalement le temps de l'expérience. On se dit, oui, je comprends ce que tu veux me dire, c'est ça. Mais en fait, ils ne sont pas capables de développer la langue, ils ne sont pas capables de savoir d'où elle vient, ils sont juste capables de communiquer quelques petites choses pendant un certain temps, puis après, ils ont fait le tour, quoi. Mais c'est quand même incroyable, quoi, c'est fascinant. Donc, j'en reviens à l'hypothèse. L'hypothèse, c'est que on a une famille d'âmes et que parmi dans cette famille d'âmes, certains décident de venir faire cette expérience. Et certains, parfois, décident de faire cette expérience, une expérience qu'ils ont déjà faite, c'est-à-dire qu'on a déjà été incarné. Donc, dans l'incarnation, on choisit
l'endroit, la famille, mais aussi la temporalité. C'est-à-dire qu'on peut choisir de s'incarner en 1723 ou à l'époque de la préhistoire, parce qu'en fait, l'évolution n'est pas l'évolution telle qu'on la voit avec notre cerveau, c'est-à-dire une ligne du temps, mais c'est une évolution choisie en fonction de l'intensité de la dualité. Ok? Je reviens. Je parle, mais j'ai soif. En fait, on choisit l'intensité de la dualité. Si on choisit, par exemple, le temps des cavernes, on va être très, 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 très confronté. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit une incarnation extrêmement confrontante, avec une dualité bien, mal, grand, petit, mauvais, fort, faible, très importante. Et plus on va dans l'évolution, et plus cette dualité disparaît. C'est pour ça que tous les gens qui font de l'énergie disent l'avenir, donc c'est-à-dire le développement de l'humanité, n'est pas un avenir qui va passer vers plus de dualité, mais sur lequel il va y en avoir de moins en moins. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des théories sur le fait que les extraterrestres, c'est-à-dire toutes les traces qu'on a, alors les traces qu'on a des extraterrestres aujourd'hui, c'est pareil, on est dans un temps béni où on n'est plus en train de dire j'y crois pas. Aujourd'hui, l'armée américaine, parce que les lois ont ouvert leurs dossiers à l'étude. Aujourd'hui, les dossiers sont accessibles à tout le monde. Et en fait, il y a énormément de contacts, énormément de vidéos d'avions de chasse qui suivent des engins spéciaux. Et il y a aussi énormément de témoignages de gens qui ont vu un vaisseau, qui ont vu, donc il y a des témoignages collectifs, sont les plus intéressants. Il y en a un témoignage collectif en France dans les années 2000, je crois, et là c'est un vaisseau qui est passé en France, hein, dans la région parisienne, au-dessus d'une grande surface, et donc il y a, je crois, 120 témoins. Donc ce sont des gens qui font les recourses, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, et en fait il y a des journalistes qui ont réuni, sur les 120 témoignages, ils ont réuni à peu près une cinquantaine de personnes qui témoignent et qui disent ce qu'ils ont vu, mais ils disent la même chose que l'autre, qui était juste un gars qui était en train de charger ses courses et qui a levé les yeux et qui a vu un truc extrêmement compliqué au-dessus de sa tête, très très gros, pas c'est bon. Donc il y a les expériences de témoignages de vaisseaux, et après il y a les témoignages de personnages. Donc il y a un dossier, notamment en France, qui est un dossier qu'on appelle classé C. C'est-à-dire que même la NASA, tous les systèmes d'études les plus expérimentés ne peuvent pas affirmer que ce n'est pas extraterrestre. Et donc ce cas-là, c'est à Valençol. D'ailleurs, je crois qu'il y a un film qui va sortir dessus, qui va retracer l'histoire de ce type qui est juste un gars, qui est un agriculteur, qui fait de la lavande, et qui se retrouve nez à nez avec des martiens. Et le mec, il tombe quoi. C'est-à-dire que il en parle à sa femme, qui en parle à quelqu'un d'autre, et le bruit se répand, et lui, il supporte pas l'idée qu'en fait, on va l'associer à ça. Et en fait, ce gars, il a eu une vie extrêmement compliquée suite à ça. Et d'ailleurs, grosse dépression parce qu'il n'arrivait pas lui-même à accepter qu'il puisse avoir été témoin de ça. Mais donc, il y a des expériences avec une rencontre extraterrestre. Et dans les cas collectifs, il y a en Afrique du Sud une école où il y avait quasiment 150 gamins qui ont vu le vaisseau, qui ont vu les personnages et qui sont capables d'en témoigner. Et le seul enfant devenu adulte, hein, qui dit que c'est pas vrai, c'est un gamin qui était puni, qui était enfermé dans l'école. Et en fait, lui, il pense que tout le monde s'est mis d'accord derrière son dos et que tout le monde raconte une histoire, mais lui, il était enfermé, il n'a rien vu. Donc, c'est quand même très intéressant de voir aussi que tous ces gens qui témoignent ne sont pas des gens qui sont fiers de ça. Ce sont des gens qui sont d'un seul coup la risée des autres. Personne ne fait par souci d'ego. Et donc, du coup, on a aussi ces centaines et centaines. Alors, je crois qu'il y a 200 contacts, à peu près 200 contacts par an,
pour le territoire des États-Unis. Il n'y a pas d'études qui concernent autre chose que le territoire des États-Unis, mais il y a 200 phénomènes avec des contacts, avec des gens qui ont des témoignages, et surtout donc des témoignages collectifs, on reconnaît que cela, par an aux États-Unis. Mais les chiffres disent qu'il y en a beaucoup plus dans le monde entier. Ce serait autour de 4000 ou 5000 contacts dans le monde entier par an. Donc, certaines personnes, donc je reviens à la théorie dit que ces personnages sont nous plus tard. Que ce ne sont pas des gens qui viennent d'une autre histoire, mais c'est nous dans l'évolution. L'évolution va nous emmener à ça. Et en fait, dans leur espace, dans leur espace-temps, il n'y a pas de dualité, très très peu de dualité, très très peu de confrontation, parce que la matière a été maîtrisée, parce que l'énergie est maîtrisée, etc., etc. Donc nous sommes dans un temps qui est un temps archaïque. Okay, ce n'est pas une incarnation élevée, ce n'est pas une incarnation très développée, c'est une incarnation archaïque, puisque on est toujours dans une dualité bien, mal, bon, mauvais. Il y a toujours des gens qui pensent que le voisin, il faut lui mettre des bombes sur la gueule. Il y a toujours des gens qui pensent que les hommes et les femmes sont différentes. Il y a toujours des gens qui pensent qu'il vaut mieux être grand et musclé que petit et faiblard. Enfin bref, on est dans une conscience archaïque, on est dans une approche archaïque des choses. Donc voilà. Et nous, scanners, en fait, on fait le travail de développer aussi une conscience, puisque bien sûr, plus on va travailler le scan, et plus on va se rendre compte que le scan, c'est aussi une conscience de notre énergie, donc du matériau énergie qui est autour de nous, dans lequel il y a la matière, et dans lequel il y a la non-matière, qui n'est pas de l'antimatière, mais qui est de la non-matière. Il y a ce qui est matérialisé et ce qui est dématérialisé. L'information, aujourd'hui, est une information dématérialisée. Il y en a de plus en plus d'informations dématérialisées, la radio, le téléphone, etc. Ce sont des informations qui circulent sur des ondes, donc elles sont dématérialisées. Il y a de plus en plus de stockage dématérialisé aussi, puisque avant, il fallait des rames de mémoire qui stockent l'information avec des 0 et des 1, alors que maintenant, on peut se rendre compte qu'on peut stocker l'information dans l'eau, par exemple. Donc les centrales qui vont compacter l'information bientôt, ce seront des murs d'eau, et on va compacter l'information dans l'eau. Donc, en fait, on se rend bien compte que l'information, elle circule en dehors de ce qui est la matière. L'information, elle circule en dehors de ce qui est la voix, ce qui est la transmission par la voix, la transmission par l'écrit. Aujourd'hui, il y a une transmission par l'information dans l'énergie, téléphone, etc., on l'a dit. Mais aussi, et vous en êtes vous-même témoin, qu'est-ce qui émane d'une personne, de son énergie, comment l'énergie circule dans son corps, qu'est-ce que cette énergie, elle porte comme information, comment vous pouvez prendre cette information et la transmettre avec intelligence et bienveillance, et ensuite, comment autour de cette personne-là, il y a un flux d'informations qui tourne autour, qui est son flux à elle, et que dans son flux à elle, on peut en attraper une, et regarder la symbolique qu'elle représente pour le partager avec cette personne. Comment autour de cette personne, il y a aussi des familles de conscience autonome et intelligente qui sont décorporées, mais qui accompagnent aussi cette personne dans son parcours d'incarnation, et que ces personnes ne sont pas à côté. Elles ne sont pas à côté. Elles sont partout, puisque à côté signifierait qu'il y a une sorte de pseudo-matérialisation. Mais il n'y a pas de matérialisation, c'est partout, mais c'est là. C'est partout, mais pour toi. Et pour qui s'intéresse au message de Premier Cercle, c'est fascinant pour ça. On en parlait encore hier avec Farah. Et c'est fascinant pour ça, c'est que on comprend que il y a le monde avec la conception qu'on en a, parce qu'on a des yeux, parce qu'on a un corps, et parce que ça nous semble juste la norme, et qu'en fait, on se rend compte que soi-même, on peut sortir de ce corps pour aller se balader. Donc moi, dans ma vie, j'ai fait une expérience comme ça, qui a été une expérience très forte, où je suis allé voir quelqu'un pour lui passer un message, et cette personne, le lendemain, elle m'a dit « Tiens, j'ai rêvé de Laurent, et il m'a dit ça, et c'était le message que je voulais faire passer. » Donc je l'ai su plus tard. Bon, moi, j'ai fait cette expérience-là, mais n'importe qui peut faire cette expérience-là. Il ne s'agit pas d'avoir
une particularité, il s'agit juste de s'entraîner. Et c'est ce que répète Nicolas Fraisse, qui dit, mais je n'ai absolument rien de spécial d'ailleurs. Il a été un peu, à un moment donné, mis au devant de la scène, il est allé chez Ardisson, etc. Et en fait, il a commencé à être regardé comme une bête bizarre. Et en fait, il a totalement coupé court à tout ça. D'ailleurs, moi-même, je l'avais invité aux 36 heures pour qu'il vienne. Et c'était à la période où il a pété un câble. Et donc, du coup, il n'est pas venu. Ou alors, peut-être qu'il est venu, mais on ne l'a pas vu. Il a pété un câble. Il ne voulait plus être celui qui monte sur scène, qui prend un micro et qui raconte son truc. Et ça se comprend. Parce qu'en fait, lui, il dit, mais tout le monde fait ça. Arrêtez de me faire chier. Entraînez-vous et sortez de votre corps. Arrêtez de m'emmerder à dire ah oui, alors tu es capable de sortir. Et c'était quoi les belles expériences que tu as eues? Et c'est quoi la pire expérience que tu as eue? Donc il a raconté 1000 fois que il a fait une sortie de corps, il est allé chez lui et en fait il a découvert qu'en fait son partenaire le trompait avec un autre gars. Et donc du coup il a des expériences très, très, très traumatiques avec ça. Et donc, au bout d'un moment, voilà, c'était un peu le chien savant, ça l'a saoulé, donc il a tout lâché au moment où, justement, il devait venir sur les 36 heures. Il a tout lâché. Mais on ne peut pas lui en vouloir. L'idée, c'est que tout ça nous a démontré que nous pouvons tous le faire, et surtout, nous, en tant que scanners, nous pouvons le constater. On peut le connecter, ça. Donc, on peut connecter l'énergie qui circule dans le corps, ce qui est un exercice... on va dire, assez simple, puisqu'il est fondamental dans l'expérience de l'incarnation. C'est-à-dire, dans l'expérience de l'incarnation, il est impossible pour aucun être sur cette terre, écoutez-moi bien, de vivre en communauté. C'est-à-dire que la communauté n'existe que parce qu'il y a connaissance des autres. Tous les animaux du monde fonctionnent comme ça. Et même les pingouins, quand on les voit par session de 10 000, ils ne fonctionnent qu'en connaissant ceux qui sont autour d'eux. Ils ont des cris spéciaux pour se reconnaître, c'est-à-dire un cri qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas le voir. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi avec ce que je connais des autres. Et nous, on fonctionne dans des villes où il peut y avoir plusieurs millions d'habitants sans se méfier de qui que ce soit et de quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'être humain est un animal social, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre dans une communauté où on ne connaît pas les autres. On est capable de se croiser sur la route, parfois en roulant à des vitesses incroyables, et avec une conscience et une confiance dans ce qui est autour de nous. On est capable de se retrouver dans des restaurants où il y a 600 personnes, on est capable de se retrouver sur des places ou dans des spectacles où on est juste 5 000 ou 10 000, mais on est rassuré par le fait qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes une sorte de lecture de tout ce qui se passe chez les autres. C'est-à-dire que quand je suis dans une salle de théâtre de 300 places, je suis capable de dire, là-bas, il y a les détracteurs, où je suis capable de sentir si le public est un public plutôt qui adhère plutôt au spectacle, avant même qu'il commence, ou qui est plutôt réfractaire au spectacle, ou des gens qui ne savent pas, ou des gens qui ne connaissent pas, ou des gens qui viennent découvrir. Et plus on travaille ça, donc cette capacité à lire l'énergie générale, plus on travaille ça, et plus on est capable de lire, et vous en êtes les témoins, les nuances dans les corps des autres, mais autant faut-il se prendre le temps de faire et refaire et refaire et refaire. Alors c'est vraiment pas un travail de feignant pour le coup. Et plus ça va, plus on commence à devenir précis. Plus on commence à sentir qu'autour, il y a aussi des informations. Et la précision qu'on a réussi à obtenir dans l'énergie générale, elle commence à être très claire dans l'énergie du corps, puis très claire dans le champ informationnel, puis très claire dans les lieux, les entités, etc. Puis très claire dans l'énergie de l'unité, du 1 avec la famille d'âme. Et plus tard, si ça vous intéresse, mais là ça fait plus partie de la formation, vous pouvez aller jusqu'à vous-même canaliser, comme moi je le fais dans Premier Cercle. Donc moi, Premier Cercle, je me pose, et en fait, j'appelle, bon là en l'occurrence l'Arcturien qui vient nous donner le message, mais j'ai pas le choix, et je ne veux pas l'avoir d'ailleurs.
Et en fait, je dis, est-ce que... Voilà, donc je le dis pas, mais je dis bonjour, c'est l'heure de notre relation avec les contacts. Voici le message que nous avons à entendre aujourd'hui. Puis j'attends, et en fait, le message, il démarre. Et moi, je ne fais que le traducteur, comme vous faites que la traduction. Et parfois, ben, en fait, la forme est alambiquée, je la comprends pas. Parfois, l'image, je pige pas l'image. Parfois, c'est des mots que je connais pas moi-même. Donc, il m'est arrivé parfois de les dire en me disant, bah, j'espère que c'est un mot qui existe vraiment parce que j'ai pas tout le vocabulaire du monde. Hein. Et donc, parfois, il y a des mots que je connais pas. Donc, il y a ça, ou parfois, ce sont des choses qui sont évidentes pour moi, et puis d'autres fois, des choses qui sont moins évidentes pour moi. Et donc, je partage, ça dure entre, parfois 4 minutes, parfois 5, parfois 6, parfois 10, parfois 12. On va dire entre 4 et 12. On n'est jamais allé plus bas et on n'est jamais allé plus haut, je pense. Et après ça, c'est OK, je délivre, et puis basta. Donc, la canalisation est une autre forme de travail de l'énergie et de scan, quoi. C'est une autre forme de scan, mais c'est une forme qui est, on va dire, encore plus grande, mais qui n'a pas véritablement ça. Vous canalisez pas pendant une séance de scan, donc c'est pas la peine de mettre ça dans la formation. Mais voilà l'idée. Donc on est sur, donc ça c'est hypothétique, hein, c'est hypothétique, mais tout le monde s'entend plus ou moins quand même sur ça, en disant bon, a priori ça ressemble à ça. Donc c'est-à-dire que quand on n'est pas en incarnation, on est avec notre famille d'âme et on décide de faire cette incarnation pour se confronter à la matière. Pourquoi? Parce que cette puissance qu'on a quand on n'est pas dans la matière, on la perd. Alors on la perd. On croit qu'on la perd parce qu'on n'est plus que obnubilé par ce qui est matière. Donc on fait une expérience de matière, mais notre job, c'est de retrouver cette puissance, c'est-à-dire de faire un travail qui va nous permettre de reconnecter avec l'énergie et de commencer à fabriquer un écosystème, un environnement, à partir de nos intentions et plus à partir de nos déplacements, de nos volontés, de nos décisions prises avec le cerveau, avec le mental, avec l'ego, ou bien se dire que je ne peux être à cet endroit-là que si, que et seulement si je me déplace physiquement. Et en fait, plus ça va, plus on travaille sur le double énergétique, on travaille sur les capacités du corps quantique, on travaille sur les capacités du scan, etc., etc. Donc là, à l'heure où je vous parle, je prépare Masterclass Titan qui va avoir lieu ce week-end. Et ce week-end, mon enseignement sera cet enseignement-là. C'est-à-dire comment on construit l'écosystème uniquement à partir de la compréhension des fonctionnements énergétiques. Et pas du tout à partir de ce que je suis capable de fournir en idées, en créativité, comment je peux monter une boîte, ou alors déclarer mes impôts. Ça, a priori, je compte sur le fait que chacun fait cette expérience-là et sait le faire, ou ne sait pas le faire mais l'apprendra. Et en fait, moi, je travaille à partir de tout ce qui est possibilité dans l'énergie. Et plus on travaille là-dessus, et plus on comprend qu'en réalité, on est d'abord de l'information, et ensuite, à très 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 petite échelle, on est de la matière. C'est-à-dire que mon corps, je le comprends maintenant, ne représente que 0,0000001% de ce que je suis vraiment. Mon corps, il est ici, il fait 1m85, il fait 103 ou 104 kilos, même un peu plus, même d'ailleurs, 106 peut-être. Il est posé ici dans ce bureau, mais en énergie, j'existe absolument partout. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais confiance à ma part physique qui est là et qui peut m'emmener, je sais pas, à Vic-la-Gardiole, à Frontignan, à Sète ou à Nîmes? Ou est-ce que je fais plus capable à cette énergie qui est moi partout, qui peut communiquer avec tout le monde, qui peut organiser les choses brillamment et facilement sans que j'ai à bouger? Après, il faudra que j'aille dans le monde pour mettre les choses en place. Mais je peux tout préparer à partir de l'énergie. Donc c'est absolument fascinant. Je vais regarder vos questions, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors, je vois des bonjours et des bonnes années. Oui, Jean-Jacques Charbonnier, qui est effectivement le collaborateur émérite de Sylvie de Thiolaz à l'Institut suisse des sciences néotiques de Genève.
Peux-tu nous expliquer pourquoi tu nous déconseilles de donner un nom alors qu'il t'arrive de le faire dans Premier Cercle si nous le recevons clairement, exemple le prénom d'un défunt. Alors, si on le reçoit clairement, c'est OK. Je déconseille d'aller le chercher. Parce que, en fait, les gens s'attendent à avoir des noms qui sont des noms connus dans notre univers d'incarnation. Mais les noms ou les identités, il n'y a pas vraiment d'identité dans l'énergie. Mais si il y a une identité, ça va ressembler à un nom qu'on n'a jamais entendu. Et en fait, il y a toujours quelque chose d'assez déceptif. Après, il y a des énergies qu'on reconnaît. L'énergie de Marie est très particulière, donc moi, quand je la sens arriver, je sais que c'est elle. L'énergie de Christ est très particulière, donc dès qu'elle arrive, Et en fait, Christ et Marie, qui ne sont pas des énergies particulières, hein, ils ne sont pas plus grandes, c'est juste qu'ils maîtrisent mieux l'expérience de l'incarnation. Et ils sont capables de nous aiguiller très fort sur l'expérience de l'incarnation. Parce qu'ils ont, en gros, gravi tous les échelons de l'incarnation. Donc, ils peuvent nous aider d'une façon beaucoup plus profonde que les autres. Après, moi, quand je vois un archange, par exemple, les archanges, c'est une énergie très, très, très particulière. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec cette énergie-là. Parce que ce sont des énergies qui sont tellement fortes que moi, ça vient me prendre ma sensibilité et mes émotions. Donc, en fait, j'aime pas ça parce que quand je suis en train de faire un scan, je suis avec la personne et là, ça vient tout bousiller parce qu'en fait, je ne ressens que de l'émotion, que de l'émotion. La plupart du temps, ça me donne envie de chialer. Donc, je les garde à distance. Donc, évidemment, je me suis fait avoir une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je dis, reste à distance. Ne t'approche pas de moi, ne me touche pas. Dis ce que tu as à dire. Et donc, je compose avec ça. Mais je ne vais jamais demander le prénom de l'archange, sauf quand effectivement il me le dit. Il y a des moines aussi qui ont des identités, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Il y a d'autres personnages qui sont plus particuliers, genre des guerriers. Je n'ai pas besoin de savoir leur nom, c'est juste une énergie. Quand je dis tu es protégé par un chevalier, j'ai un de mes amis qui est protégé par un chevalier, que je lui dis que tu es protégé par un chevalier qui est vraiment les chevaliers de la croix, quoi. En fait, tout de suite, il comprend, il sait exactement de quoi on parle. Parce qu'il sent cette énergie, parce qu'il est lui-même cette énergie. Donc, il n'y a pas besoin de nom. L'identification, c'est souvent une volonté de l'ego de dire « Ah bah je sais qui c'est ». Mais plus on se rapproche de l'énergie, plus on s'en fout, en fait. Merci pour cette question. Film à l'affiche, l'âme idéale, génial. J'ai une question concernant les profils. Quels sont les mantras pour les profils 2 et 3 ? Je ne retrouve pas l'info. D'avance, merci. Belle année. Les mantras pour les profils 2 et 3. Donc, profil 2, profil 2 c'est général intérieur. Et profil 3, c'est puissance. Général intérieur, c'est je suis... la croyance, c'est que je suis vulnérable. Ça, c'est le mensonge. Je suis vulnérable, je suis une personne vulnérable. Général intérieur 2, et en fait, pour se sortir de ça, c'est... je suis innocente, ça marche. Je suis puissante, ça marche. Et je pense que déjà, rien que ces deux-là, c'est déjà pas mal. Je suis puissante, je suis innocente. Le 3, je dois être forte. En fait, c'est le mensonge. Il est obligatoire que je sois forte. Si je ne suis pas forte, je vais me faire écraser. Et en fait, ce qui va dénouer ça, c'est je suis la douleur. Je suis la douceur et la confiance. Je suis la patience et la tranquillité. C'est vraiment, je vais chercher la paix à l'intérieur de moi. Et en fait, plus je vais chercher la paix à l'intérieur de moi, moins j'ai besoin de démontrer des preuves de force. Et ça marche pour les hommes comme pour les femmes. Si j'ai besoin de démontrer des forces. Par exemple, on se rend compte, alors aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les consciences, mais
Enfin, je veux dire, au moment où moi je travaillais là-dessus, c'était vraiment une pensée qui était généralisée, qui était vraiment une pensée de merde. C'est que toutes les femmes qui mettaient des attributs masculins, c'est-à-dire elles se coupaient les cheveux, elles mettaient des blousons, elles s'habillaient comme des hommes, euh, les gens disaient elle a du mal avec sa part féminine. Non, elle a du mal avec sa part masculine. C'est parce qu'elle a du mal avec sa part masculine qu'elle va faire une démonstration. Quand on a un problème avec sa part féminine, on fait des démonstrations de féminin. Parce que justement, on sait pas où est la limite, on ne sait pas ce qui est juste. Donc du coup, on va trop loin et on est dans la démonstration du féminin. Donc j'ai un problème avec mon féminin si je suis dans la démonstration du féminin. J'ai un problème avec mon masculin quand je suis dans la démonstration du masculin. Et pour tous ceux qui ont travaillé sur notamment les clivages homosexuels, en fait, on voit bien que chez les femmes homosexuelles qui développent des attributs masculins, en fait, elles essayent d'expliquer de façon inconsciente, elles essayent d'expliquer à la société et notamment à l'entourage, qu'est-ce que c'est qu'un homme en fait? Comment un homme doit se comporter? Pourquoi? Parce qu'elles doivent probablement être en reproche de l'attitude du père, qui n'a pas forcément été désagréable, hein. Mais il y a à l'intérieur une blessure, quelque chose qui dit je t'attendais toi papa à cet endroit-là, j'attendais ta solidité, ta fiabilité, etc. Alors que j'ai eu peut-être juste un père gentil, mais j'ai été déçu et donc du coup je cultive mon aspect masculin parce que j'ai un problème avec ça. Et après, quand on cultive son aspect féminin, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est souvent parce qu'on veut dire voilà ce que c'est qu'une femme. Voilà ce que c'est qu'une femme. Et il y a beaucoup d'hommes homosexuels qui déploient des quantités de stratagèmes pour montrer leur féminité, parce qu'en fait, ils reprochent à leur mère de ne pas avoir été suffisamment fiable. Et donc, ils expriment ce que c'est que la féminité, ce que peut être l'amour, par exemple, ce que peut être vraiment le partage, tout ce qui est pour eux un attrait important de la féminité. Pourrais-tu redire quelques mots sur la relation entre la pyramide yin-yang et l'enfant premier au niveau de l'Atlas? Quel est le rapport entre les deux? Je n'ai pas compris en réécoutant les derniers lives. Alors, c'est très simple. Cette connexion qu'on va faire avec ce sujet particulier, c'est deux sujets en un. Il y a le premier sujet qui est la pyramide yin-yang, c'est-à-dire la construction yin et yang, donc du rapport à l'extérieur et du rapport à l'intérieur de la personne qui est en face de toi. Tu vas d'abord aller chercher l'information de qu'est-ce qu'il reste de cette construction. Et tu vas voir plus ou moins cette pyramide écroulée. Parfois, il y a tout un côté qui est écroulé. Alors moi, je vois la partie yin, non, la partie yang à droite et je vois la partie yin, non, je vois la partie yang à gauche et je vois la partie yin à droite, mais ça peut être différent pour vous. Donc quand je vois qu'il y a une partie de la pyramide qui est écroulée, je vois qu'effectivement, quel est le côté yin ou yang, c'est-à-dire rapport à mon intériorité ou rapport à mon extériorité, qui va être le point de départ de mon incarnation. Je m'incarne dans un terreau où le yin et le yang ressemblent à cette espèce de pyramide effondrée. Donc je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus un problème pour moi parce que la quasi-totalité des scanners voient aussi la pyramide de cette façon-là. Enfin, la visualisation, c'est une pyramide yin-yang. Après, c'est droite-gauche, ça dépend de chacun, mais vous composerez avec ce que vous verrez. Et donc, en fait, je regarde comment c'est composé. Et ça va me donner une information sur comment a démarré l'incarnation, sur quelle base a démarré l'incarnation, et comment, puisque c'est le terreau, comment ça s'est démontré dans la vie, notamment l'enfance de cette personne. Donc je dis, il y a un yin qui est par exemple effondré. Le yin, ça ne veut pas dire que la mère, elle n'a pas fait son taf. Ça veut dire que la partie introspection du terreau est quelque chose qui n'était pas très, soit valorisé,
soit c'était une faiblesse. Par exemple, on peut avoir un père très aimant, très doux, mais très, très fragile et très vulnérable face à une mère très possessive, très yang. Donc, c'est dans le terreau que ça va se composer, qu'on va voir comment cette pyramide yin-yang à moitié écroulée, elle va devenir une réalité dans la matière de cette personne. Et ensuite, on voit l'enfant premier. Après, on peut voir d'abord l'enfant premier et ensuite la pyramide, peu importe. Mais c'est le même endroit et deux informations différentes. L'enfant premier, c'est souvent représenté par un enfant, donc petite fille ou petit garçon, peu importe. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'énergie. Soit il y a une énergie de difficulté et une énergie de pauvreté. Donc souvent, on voit une sorte d'enfant mal coiffé avec des guenilles sales, ou bien on peut voir des enfants dans des robes blanches immaculées très lumineux. Et donc du coup, ça va donner, après il peut y avoir toutes les nuances entre les deux, mais ça va donner le là de l'incarnation. C'est-à-dire tu viens en partant de quoi? Et ça, c'est l'enfant premier. Donc c'est la représentation de comment cette âme vient démarrer son incarnation. Si elle arrive dans des guenilles, ça veut dire qu'en fait, elle va travailler un terreau. Dans le terreau, elle va vivre l'expérience de la difficulté, de la pauvreté, de la limite, etc. Ça ne veut pas dire que la famille n'est pas riche. Hein. Ça veut dire que je vis, moi, avec une conscience de pauvreté. Même dans une famille riche, il peut y avoir des gens avec des consciences de pauvreté. Et je démarre ma vie avec cette conscience de pauvreté pour aller chercher ma toute puissance. Okay? C'est-à-dire que je vais vivre dans la matière la difficulté et la confrontation, mais je vais me servir de cette puissance pour casser les paliers qui m'empêchent de comprendre ou d'incarner la conscience de richesse, la conscience de la lumière. Et à côté de ça, il peut y avoir, il y en a de plus en plus, qu'on appelle les enfants nouveaux, des enfants qui sont vraiment très très lumineux et qui sont des enfants qui arrivent avec la puissance absolue, mais qui vont prendre cher puisqu'ils viennent dans une incarnation archaïque, et ils vont prendre des coups. Donc c'est beaucoup des enfants que les adultes regardent avec fascination. Donc les plus tarés d'entre eux vont vouloir cette puissance. Donc ça va faire des agresseurs sexuels, ça va faire je sais pas, ça va faire des cons en fait, qui vont être avec cet enfant dans une volonté de casser sa lumière, parce que sa lumière éblouit trop, soit parce que c'est un enfant qui est beau, donc soit parce que c'est une petite fille ou un petit garçon qui est juste beau, et en fait cette beauté vient chahuter les pulsions amoureuses et sexuelles de l'adulte, ou bien, s'il n'est pas entouré de ces gens-là, ça va faire des parents qui vont mettre ces enfants sur des piédestals. Ils vont les faire défiler, ça va être des enfants mannequins, ça va être des enfants... On regarde tous les enfants qui font des défilés aux États-Unis, par exemple. On voit vraiment que ce sont des enfants nouveaux. Ils sont dans une lumière incroyable, ils ont des grands yeux. Et en fait c'est des enfants potiches, des enfants poupées. Et en fait, là, des enfants nouveaux sont des enfants fascinants. De plus en plus, comme il y a de plus en plus d'enfants nouveaux, ça commence à rentrer dans les mœurs, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et donc, du coup, il y a moins... soit ces agressions, soit ces mises en lumière comme ça, idiotes. Mais il y a de plus en plus d'enfants nouveaux qui sont des enfants qui dépassent leurs parents parce qu'ils sont plus malins, plus intelligents, plus doués pour les réseaux, plus doués pour les connexions je sais pas, électroniques, plus doués pour tout. Et donc, du coup, ça fait les parents se sentent totalement largués, totalement vieillis, parce qu'en face d'eux, ils ont un gamin qui a 11 ans et qui est capable de dire des choses qui sont hyper élevées, ou bien des choses qui font réfléchir en disant « Putain, l'autre fois, il m'a dit ça ». Ça peut être des enfants qui voient les entités, qui discutent avec, qui n'ont aucun problème, qui voient bien que leurs parents sont flip, mais eux, ils s'en foutent. Ça fait des enfants qui sont doués pour monter des business à 15 ans. Enfin voilà, donc on a de plus en plus d'enfants nouveaux qui viennent. Évidemment, pourquoi ? Parce que ces enfants nouveaux, c'est eux qui vont casser encore plus de dualité pour créer encore plus d'unité. Waouh! Je pensais pas que j'arriverais à répondre à ça en si peu de temps en disant ça.
Cela peut être déjà dit, désolé, c'est pas le cas, t'inquiète pas, Catherine, il n'y a pas de souci. Est-il possible qu'une personne incarnée actuellement ait déjà vécu une incarnation dans le futur? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais bien sûr, sans aucun problème. En fait, puisque on choisit le temps, on choisit des incarnations qui sont plus ou moins, on va dire, plus ou moins aisées. Mais je pense que euh, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Enfin, non, je dis ça, c'est pas vrai. Peut-être que ça intéresse beaucoup de monde parce qu'il y a d'autres choses. Je suis pas désincarné. Si ma conscience sortait de mon corps pour aller dans le flux de l'unité, peut-être que je verrais tous les avantages à choisir une incarnation dans l'unité ou une incarnation avec beaucoup moins de dualité. Donc l'incarnation dans le futur. Mais c'est vrai que là, je suis aujourd'hui et je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vraiment une réponse d'abruti que je suis en train de te faire. Euh, oui, oui, bien sûr. Donc pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont fait des incarnations dans le futur. Tu peux d'ailleurs, il y a des gens, on appelle ça euh, des régressions. Donc avec l'hypnose, on peut aller chercher des régressions. Et en fait, dans les régressions, parfois on est souvent, enfin on n'est pas souvent, mais parfois on est surpris parce que la régression, c'est pas sur notre planète, par exemple, c'est pas sur la Terre. Donc moi, j'ai fait des connexions avec des gens où en fait, quand j'allais chercher leur expérience d'avant, on appellerait ça une vie antérieure, mais on appelle ça une expérience passée. Quand on connecte, quand on est dans l'énergie, on n'emploie plus l'expression vie antérieure. Parce que quand on l'emploie, il y a quelque chose qui sert à l'intérieur comme si c'était pas juste. Donc c'est comme si on continue de balader une information qui n'est pas une information juste. Donc finalement on arrête et en fait on se rend compte que l'information qui est la plus juste c'est expérience passée. Donc il y a des expériences passées enfin moi j'ai un client, toutes ces expériences passées c'est sur une autre planète où ce sont des espèces de monstres qui se font la guerre. C'est un espèce d'enfer ouais, de guerre, de souffrance, de feu. Le truc est extrêmement violent. Et en fait, il a choisi une incarnation aujourd'hui, et dans cette incarnation aujourd'hui, c'est le mec le plus tranquille du monde. Il a zéro problème. Tu parles, il vient tellement d'incarnations où il a souffert, où c'était difficile, etc., que là, mais lui, mais c'est un poisson dans l'eau. Donc, problème, puisqu'il se contente de peu, il a sa baraque, son fils, mais il se sépare de toutes ses meufs parce que elles disent t'as pas d'ambition, mais il dit mais moi j'ai pas besoin d'avoir d'ambition. Putain, mais regardez où on est, le mec il est au paradis quoi. Donc lui je l'ai beaucoup coaché parce qu'il disait putain j'arrive pas. Donc l'idée c'était de trouver une carrière dans laquelle il puisse pas partager son paradis. Il le fait aujourd'hui et brillamment, mais c'était difficile pour lui. Parce que ces expériences passées sont des expériences extrêmement traumatisantes. Et puis il y a des gens qui viennent ici, qui ont vécu aussi des expériences de guerre, qui ont vécu des expériences d'autres temps, avec des grandes difficultés. Alors c'est des confrontations aux autres, mais c'est des confrontations aussi à la société, avec des guerres externes. Ça peut être des confrontations au climat, à la nature, etc. Moi j'ai une expérience passée où je faisais du commerce et donc du coup je vendais des meubles et des pots et donc du coup je me promenais beaucoup, donc j'avais des chevaux et une carriole, donc je laissais ma famille, donc j'avais peur pour eux, j'avais peur qu'ils soient agressés, etc. Et en fait ça s'est fini comme ça, ma famille a été tuée, mais moi aussi. Et en fait il y avait des brigands sur la route, et donc on choisit des incarnations où on va trouver une puissance dans l'énergie. Évidemment à cette époque-là, et dans cette incarnation, visiblement, j'ai pas trouvé la puissance de quoi que ce soit. Tout le monde était fini, découpé en morceaux et tout va bien. Et donc voilà, j'essaye d'autres expériences pour voir dans quelle expérience j'ai la possibilité de travailler l'énergie. Et visiblement, c'est celle-là. Celle d'avant, j'y arrivais pas. Et toutes celles que je connais d'avant, j'y arrivais pas non plus. Mais dans celle-là, a priori, j'y arrive. A priori. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Mais en tout cas, a priori, j'y arrive. Ok? Oh, mais dites donc, on a largement dépassé l'heure, les amis. On va s'arrêter ici, mais on va continuer de travailler là-dessus. Vendredi, je vais faire des premiers exercices sur les contacts. L'idée, c'est d'abord de comprendre que c'est un écosystème, et dans cet écosystème, il y a la matière, mais il y a aussi
il y a de la matière visible et qu'on peut toucher, mais il y a il y a de la matière aussi qu'on ne voit pas et qu'on ne touche pas. Il y a des gens autour de nous, qui sont incarnés, mais il y a aussi des gens autour de nous qui ne le sont pas. Donc comprendre ça, déjà c'est un premier principe. À partir du moment où vous allez peut-être même vous renseigner sur l'Institut néotique de Genève ou sur Stéphane Alix, parce que je parle d'eux, mais il y a beaucoup de gens. Il y a l'Institut, il y a l'Université de Virginie aux États-Unis qui est spécialisée dans ce type de format. Il y a énormément de livres qui sont sortis sur les expériences de mort temporaire. Donc j'en charge Charbonnier bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'Américains et notamment une femme qui a réuni près de 350 000 témoignages dont elle a pris les plus intéressants. C'est une ancienne infirmière américaine qui travaillait dans des EHPAD, enfin l'équivalent là-bas, et en fait qui discutait avec des gens qui avaient des expériences de ce genre-là, et ensuite qui s'est mis à voyager dans le monde, partout où des gens signalaient des personnes âgées qui avaient la visite de quelqu'un le soir, etc. Donc il y a beaucoup de livres qui existent là-dessus. Donc allez-y, allez chercher de la littérature. C'est vraiment absolument passionnant. Il n'y a pas d'écrit, mais mes amis Igor et Grishka Bogdanov, que certains considèrent comme juste des clowns divertissants et que le monde de la science reconnaît comme deux mathématiciens absolument extraordinaires, dont leur dernier livre en date est quand même préfacé par 9 prix Nobel. En fait, sont des gens qui sont venus, et moi c'est comme ça que je les ai rencontrés, qui sont venus témoigner effectivement que les mathématiques sont la première science, avant la science de physique matérialiste, les mathématiques sont la première science qui a permis de vérifier de façon absolue, scientifique et définitive que l'information circule dans l'énergie et que dans cette information, il y a effectivement l'information que toi, tu émets, mais il y a l'information que d'autres personnes émettent et pas forcément des personnes qui sont en incarnation autour de nous. Donc eux, ils ont beaucoup écrit là-dessus. Ils n'ont pas fait un ouvrage spécifique là-dessus, mais leur dernier livre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais parle beaucoup de ça. Bon, après, c'est très compliqué, hein. C'est de la science, c'est des mathématiques à très haut niveau, mais ça existe. Voir aussi la revue Nexus, indépendante, ouverte aussi à toutes ces informations et recherches en cours. Merci beaucoup, Olivia. Stéphane est en tournée en ce moment, ex-reine. Oui, pour son dernier livre, mais c'est Y a-t-il une vie après la mort? Passionnant ce garçon, passionnant. Donc vous pouvez aller partout voir des interviews de Stéphane. Il y en a beaucoup qui parlent de son dernier livre en ce moment, mais il peut y en avoir plein qui parlent d'autres choses. Et Stéphane a aussi été un des premiers à faire un livre sur les expérienceurs. Les expérienceurs sont des gens qui disent qu'ils ont été capturés dans des vaisseaux extraterrestres, qu'ils ont vu, qu'ils ont fait une expérience avec eux et qu'ils ont été rebalancés là. Pareil aussi, ce sont des gens qui se cachent, ce sont des gens dont la vie est quasiment détruite. 99% d'entre eux sont dans des grandes dépressions. Il y en a 1 sur 2 qui se suicident après ça. Et en fait, Stéphane a fait un livre sur les expérienceurs. C'est un de ses premiers livres d'ailleurs. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Et il a rencontré des gens qui se disent extraterrestres sur cette terre et qui vivent comme nous, parmi nous. Et ce livre est incroyable. Il est incroyable. Ce mec est incroyable. Je l'aime. Bref. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session. N'hésitez pas à poser des questions. Et n'hésitez pas surtout à commencer à engrammer cette information. Parce que quand vous allez continuer de vous entraîner en scan, eh bien, parce que la porte est ouverte, eh bien, les choses vont se présenter. C'est toujours comme ça que ça marche. Je vous dis à vendredi avec des premiers exercices sur entité et canal. Ciao.